Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques, Théorie. Physique. philosophie, Conférences. Archéologie. environnement, nature. Bonjour. Donc nous allons terminer aujourd'hui le survol des principales thématiques que j'avais abordées au cours de ces années d'enseignement et de recherche, et en collaboration avec certains de ceux qui, dans la génération d'après moi, puis ensuite la génération encore d'après, sont prêts à reprendre, ou ont repris déjà, et sont prêts à reprendre le flambeau. À ma gauche, j'ai Paul Van Ossel, qui est, je crois, un des recordmen de présence à des séminaires au Collège de France. Et oui, puisque je vous avais invité 3 fois déjà, 2 fois pour nous parler du monde rural, et 1 fois lorsque vous aviez terminé la fouille des jardins du Carrousel du Louvre. Hein? Ça ne nous rajeunit pas. Donc, Paul a dirigé cette fouille, a été ensuite au CNRS, et puis est passé à l'université. À l'heure actuelle, il est professeur à l'université Paris X Nanterre. Et d'autre part, ce fut l'un de mes successeurs à la tête de la revue Gallia, entre autres qualités. Et à ma droite, une jeune doctorante de Paul, qui vous la présentera tout à l'heure et qui s'appelle Carole Baudard. Donc, avec eux, nous allons aborder le thème de l'Antiquité tardive ou du Haut Moyen-Âge. Je vais faire une présentation relativement rapide, dans la mesure où, comme je vous ai dit la dernière fois, je compte à la fin de cette séance la prolonger un petit peu avec 2 hommages, je dirais, que je veux vous rendre. Alors commençons par ce problème de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge. Ce n'est pas mon sujet de prédilection, mais je tenais à ce qu'il soit évoqué à la fin, car il reste beaucoup à y faire, mais c'est aussi un des domaines où je crois on a, ces dernières années, le plus avancé. Alors vous me direz, qu'est-ce que l'Antiquité tardive? Qu'est-ce que le Haut Moyen-Âge? Je ne sais pas ce que Paul en pense, moi je ne sais toujours pas. C'est une espèce de no man's land. Certains font se terminer l'Antiquité à l'époque de Constantin, donc au début du IVe siècle. D'autres la font se terminer au moment de Romulus Augustule. Certains la font se terminer avec l'avènement de Clovis et le fameux baptême. En ce qui concerne le début du Haut Moyen-Âge, on n'est pas plus avancé. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la distinction est relativement récente. Moi, lorsque j'étais jeune, elle n'existait pas. Il y avait ce qu'on appelait la fin de l'Antiquité, et puis s'ouvrait une période très longue, une espèce de no man's land, les âges obscurs, dark ages, comme disaient les Anglais, et il fallait attendre une espèce de renaissance aux alentours de l'an 1000, puis ensuite la floraison du vrai Moyen-Âge. Et je vais pour commencer relire un texte fameux qui a en quelque sorte fondé cette conception. Ce texte, c'est celui de Hieronymus, qu'on appelle également Saint Jérôme. Et il concerne la nuit du 31 décembre 406 au 1er janvier 407.
Alors Jérôme était né en Dalmatie aux alentours de 340-350. Il est mort vers 420, si je me rappelle bien. Et c'est quelqu'un qui nous intéresse particulièrement parce qu'il a passé du temps, notamment toute sa jeunesse, à étudier en Gaule, où il a gardé beaucoup de correspondants. Il a écrit beaucoup de livres et notamment il avait repris les fameuses chroniques d'Eusèbe de Césarée qui dataient d'à peu près un siècle et qui racontaient une grande partie de l'histoire du monde. Donc, il écrit ceci à propos de cette fameuse nuit. Des nations innombrables et très féroces ont occupé l'ensemble des Gaules. Tout le pays qui s'étend entre les Alpes et les Pyrénées, tout ce que délimite l'océan et le Rhin est dévasté. Dévasté par le Quad, le Vandale, le Sarmate, les Alains, les Hérules, les Saxons, les Burgondes, les Alamans et, malheur pour l'État, les Pannoniens eux-mêmes devenus ennemis. Mayence, cité jadis illustre, a été prise et saccagée. Dans son église, des milliers d'hommes ont été massacrés. Les Vengions ont été réduits par un long siège. La ville si puissante de Reims, Amiens, Arras, les plus reculés des hommes, les Morins, Tournai, les Némètes, Strasbourg, ont été transférés en Germanie. L'Aquitaine et la Novème Populanie, la Lyonnaise et la Narbonnaise, sauf un petit nombre de villes, sont complètement ravagées. Les villes encore épargnées sont éprouvées en dehors par l'épée, en dedans par la famine. C'est sur ce texte et sur d'autres analogues dans l'esprit que donc s'est longtemps fondée une historiographie pour décrire cette espèce d'anéantissement que ces invasions barbares auraient causé. Même si la part de la rhétorique semblait relativement présente, il n'en reste pas moins qu'il y avait eu à cette époque toutes sortes de mouvements violents qui s'étaient traduits par des destructions, et on se fondait notamment sur les enfouissements des trésors monétaires, dont certains ont été encore retrouvés. Vous vous rappelez peut-être, la presse en fait ses choux gras. Ces trésors monétaires de la fin du IIIe ou du IVe siècle qui traduisaient un grand sentiment d'insécurité. Donc il y avait cette fin de l'Antiquité, des ruines, un paysage dévasté, des populations ruinées ou exterminées, et puis il allait falloir attendre plusieurs siècles pour qu'une véritable civilisation revienne à éclore. Alors tout ça a changé. Tout ça a changé, comment ? Eh bien, par la naissance d'une véritable archéologie qu'on appelle l'archéologie médiévale. Elle est due à certaines écoles étrangères, aussi bien en Angleterre qu'en Allemagne, qu'aux Pays-Bas, qu'au Danemark, également chez vous, en Belgique. En France, elle est due essentiellement à l'action d'un homme qui s'appelait Michel de Boire, qui fut un des grands résistants, compagnon de De Gaulle, et qui, après la Libération, fonda une espèce de pépinière avec cette idée que l'archéologie proto-historique s'était développée, l'archéologie romaine était omnipuissante, et qu'en face de cela, il fallait bien comprendre que les textes n'étaient pas suffisants pour comprendre le Moyen-Âge. Et Michel de Boire fonda non seulement une chaire d'archéologie médiévale à l'université de Caen, il fut également le premier conservateur du musée du château de Caen, et il lança
il lança des fouilles. Ces fouilles, au début, se cantonnèrent à celles de châteaux, et on s'aperçut que les textes ou les archives concernant les châteaux ne disaient pas tout, et qu'en étudiant leur structure, leur sol, les couches archéologiques, on en apprenait beaucoup. On apprenait notamment qu'ils n'étaient pas nés de rien, mais que sous eux, ou à côté d'eux, il y avait ce qu'on allait appeler les mottes féodales, c'est-à-dire des sortes de pré-châteaux construits en terre et en matériaux périssables. Et la pépinière de Boire, dont on pourrait citer des noms, donc des plus jeunes que lui, ses élèves, ont commencé à fouiller d'autres choses. Ils ont commencé à fouiller des nécropoles de ces époques-là, 5e, 6e, 7e, 8e et au-delà. Ils ont fouillé des villages, je pense à Claude-Lorraine et au village de Mondeville qui a été si important. Pour les nécropoles, je pense à Christian Pilet, par exemple. Et puis, le mouvement a fait tache d'huile et s'est répandu un peu partout en France. Et notamment, dans le midi de la France, il a donné une grande école autour de Gabriel d'Archimbault et autour de Michel Fixot. Depuis lors, les choses se sont accentuées parce que de plus en plus d'étudiants se sont intéressés à ces périodes. Il y a eu aussi, outre la multiplication des fouilles, l'amélioration des méthodes. Le fait qu'on a su discerner de mieux en mieux des traces qui étaient des traces fugitives. Et également le fait, mais on l'a dit déjà plusieurs fois ici même ces dernières années, que les analyses en laboratoire ont reçu de plus en plus de moyens et donné de plus en plus de résultats. Donc, il y a eu l'émergence d'une archéologie du Moyen-Âge. Et cette archéologie du Moyen-Âge, certains ont tenté de la faire remonter de plus en plus haut. Et je me rappelle des discussions que nous avions à Aix-en-Provence avec ma collègue et amie Gabrielle d'Archimbault, qui était prêt à annexer une grande partie de l'Antiquité classique, n'est-ce pas, pour la raccrocher au Moyen-Âge, alors que certains autres, comme moi, s'accrochaient à ce qui était, malgré tout, la tradition de la discipline. Alors, en réalité, et assez rapidement, une espèce d'équilibre s'est instauré, une espèce de partage, peut-on dire, mais très amical et en chevauchant les périodes éventuellement, aussi bien pour le terrain que pour les problématiques, s'est établi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe encore ? Eh bien, je dirais qu'aux antiquisants, dans les traditions qui sont encore aujourd'hui les nôtres, est réservé ce qui est dans le droit fil, on dira, de la Gaule romaine, entre guillemets. Vous savez bien que je n'aime pas l'expression. C'est quoi ? Eh bien, je pourrais citer d'abord l'étude des enceintes, des remparts dits tardifs, ceux qui s'instaurent à l'intérieur de la grande ville du Haut-Empire, dont ils restreignent la surface, notamment dans les capitales de cité. Et le renouvellement de ces études, ça donnait quoi ? Eh bien, ça donnait la mise en évidence qu'il y a eu au minimum deux sortes de phénomènes. Un premier phénomène, c'est une vague de construction qui a été très raisonnée, très élaborée, avec des enceintes soigneusement montées. C'est celle que vous connaissez si vous êtes allé, par exemple, au Mans, à Senlis, à Bordeaux, ou bien d'autres endroits. Et nous avons eu plusieurs fois des exposés là-dessus. Il y a eu une deuxième vague peu après, la première s'étant située à la fin du IIIe siècle, peut-être début du IVe. Il y a eu une deuxième vague au sein du IVe siècle
qui a vu se construire des remparts, mais des remparts beaucoup moins élaborés, faits à la va-vite et qui manifestement, là, traduisent un sentiment d'urgence. Mais tout cela nous a amené à mettre en doute un phénomène qui était conçu habituellement comme celui d'une régression urbaine. Il y a eu une modification, sans aucun doute, de la parure urbaine, de son emprise, de sa superficie, mais les grands monuments étaient encore en fonction, l'habitat n'était plus entièrement à l'intérieur de la ville, mais on avait des périphéries qui pouvaient être importantes. On a pu le mettre en évidence d'ailleurs ici même dans les fouilles du Collège de France. Lutèce n'était pas restreinte à la simple île de la Cité. Donc, on reste dans un monde, pendant assez longtemps, où la ville demeure un pôle important, tout en ayant évidemment changé d'aspect. Dans cette ville, certains monuments de l'Antiquité classique subsistent. Des textes nous indiquent, et nous en avons la preuve archéologique, que le forum ne disparaît pas forcément. En revanche, certains monuments civils peuvent être transformés au profit des groupes qu'on appelle les groupes épiscopaux. Donc l'emprise de l'Église devient palpable, mais on s'est également rendu compte, par toutes sortes de transitions, que c'est manifestement l'ancienne aristocratie gallo-romaine, pour simplifier, qui tient les postes ecclésiastiques et les influences ecclésiastiques importantes. Des bâtiments civils se créent même. Pensons au fameux palais des rois wisigoths à Toulouse, sur le site de l'hôpital Larrey, dont on est venu vous parler ici, et qui fut, hélas, détruit sans état d'âme par la municipalité de l'époque. Pensez aussi à ce que l'année dernière, et c'est illustré aujourd'hui par une superbe exposition à Arles, à ce que l'année dernière est venu nous exposer Luc Long. Toutes ces fouilles sur la rive droite, ces fouilles subaquatiques, le long de la rive droite du Rhône, avec non seulement des épaves, non seulement des restes d'entrepôts, non seulement les traces d'un trafic maritime et fluvial gigantesque, mais aussi ces éléments de tambours de colonnes énormes, des chapiteaux du genre de ceux de la Maison Carrée, sans parler évidemment de toutes sortes de sculptures et du fameux buste de César ou de celui de Lépide. Et voilà qui conforte cette phrase de la fin de l'Antiquité, de celui qu'on appelle le poète Ausone, qui parle d'Arelate duplex, Arles la double, Arles sur les deux rives du Rhône. Sauf qu'Ausone, même s'il a été poète à la fin de sa vie, était aussi un grand homme politique. Il était précepteur d'un fils d'empereur. Il a lui-même été aide de camp. Il a participé à des campagnes contre les Alamans. Il a été nommé préfet, c'est-à-dire commandant en chef de la Gaule, de l'Ibérie, des Germanies, de l'Italie du Nord. Il a voyagé sur terre comme sur mer. Il a vu. Et donc, ce n'est pas simplement un effet poétique que dire Arelate duplex. Ça voulait dire qu'à la fin de l'Antiquité, Arles était une ville puissante avec une grande parure monumentale, et cela en dépit des premières vagues d'invasion. Donc, vous voyez comme tout change. Mais quelque chose de très important qui a été également mis en valeur, et là je salue Louis Morin, qui est le premier à lancer cette interrogation, c'est qu'il s'est produit dans ces années-là, ou dans ces décennies-là, un profond changement
dans la perception du patrimoine, notamment du patrimoine monumental, mais aussi du patrimoine funéraire. Lorsque l'on commence à démonter de grands monuments, mais que c'est aussi les inscriptions de vos ancêtres, les mausolées de vos ancêtres, c'est qu'il y a un changement de sensibilité sur lequel il faudra réfléchir, car je crois que c'est un phénomène ultra important. Enfin, également classique, et là je n'insiste pas trop parce que souvent on en a parlé ici, c'est l'évolution et la survie de certains grands domaines agricoles. Et vous vous rappelez les communications qu'a faites ici même Catherine Balmel en parlant de ces grandes villae d'Aquitaine qui, au IVe, Ve siècle, sont de véritables petits palais à la romaine, somptueusement ornés de mosaïques, de décors et d'architecture somptueuse. Alors voilà ce que les antiquisants ont cherché à préserver et à continuer d'étudier dans la droite ligne, croit-il, de ce qu'était l'Antiquité classique, c'est-à-dire la Gaule du Haut-Empire. En revanche, à la nouvelle école médiévale est revenu un certain nombre d'études et de problématiques. D'abord, elle a fait surgir de nouvelles agglomérations qui n'avaient pas de passé romain. Et je pense par exemple aux fouilles pionnières de Pierre de Molon, dans le Pas-de-Calais ou à Douai, ou à celle d'Henri Galinier à Tours, dans le droit fil d'ailleurs de l'école anglaise, et à l'action du CNO, le Centre national d'archéologie urbaine, aujourd'hui très menacé par l'administration. Et il en va de même pour un certain nombre de villages. Je n'insiste pas, Paul vous en parlera probablement. Également, une appréhension beaucoup plus fine, je l'évoquais tout à l'heure, de nouvelles techniques de construction, de nouvelles techniques aussi d'installation au sol. La pierre laisse souvent place à l'utilisation de matériaux périssables, à celles qui ne laissent comme trace que des structures en creux, même si l'artisanat a laissé, disons, des vestiges beaucoup plus consistants. Il y a aussi l'étude des nouvelles nécropoles. J'ai fait allusion tout à l'heure à celle de Christian Pilet en Normandie. Et l'étude de ces nécropoles a non seulement montré des changements de rites, mais a également posé des problèmes d'ordre anthropologique. C'est-à-dire, manifestement, il y a des présences non seulement d'armes, de bijoux, de parures, peut-être aussi des traits archéologiques qui nous qui nous invitent à réfléchir sur une espèce de melting pot. Est-ce une juxtaposition? Est-ce au contraire un début d'assimilation, le fruit de mariage, population mixte, population au contraire s'imbriquant les unes aux autres? Voilà toutes sortes de problèmes que la jeune génération cherche à l'heure actuelle à étudier. Ce que la nouvelle école, ou les nouvelles écoles aussi, auront marqué de leur sceau, c'est essentiellement, je dirais, l'organisation, autrefois on disait désorganisation, d'un monde rural. Et toute une génération s'y est adonnée, comme dans le Midi-Claude Reynaud, ou comme dans le nord de la Gaule, mon voisin de gauche, avec certains de ses complices comme Pierre Ouzoulias. Et ils ont fait revivre, ils ont mis au jour tout un monde réel, rural, dont on ignorait pratiquement tout. Enfin, l'étude des objets également. Ces objets qui nous paraissent à la fois si beaux,
mais souvent étranges. Pensez aux expositions, par exemple à Saint-Germain-en-Laye, où nous avons vu ces merveilles avec les grenats, les cloisonnements d'or, et puis aussi toute une nouvelle génération d'objets, pas forcément de grand prix, mais qui portent des symboliques nouvelles, et particulièrement, comme nous en parlera Carole tout à l'heure, la symbolique chrétienne face à d'autres symboles qui restent résolument païens. Donc, après cette brève présentation, je vais donner la parole à Paul Van Ossel. Je lui ai demandé de vous dire ce qui, à lui, paraît le plus important dans les recherches qui se sont faites ou qui sont en cours.